Si c'était complètement à refaire, est-ce que le vélo aurait bénéficié d'une phase supplémentaire de roulage, de mise au point, de boucle de feedback? Sans aucun doute. Maintenant, difficile de critiquer que certains aient pensé essuyer les plâtres. Tu vois, je ne suis pas sûr qu'il y ait une slide dans le projet, slide 17, on va aller voir Seb. Et cette logique-là, donc d'universalité, c'est pas quelque chose qui va animer ce qu'on va faire sur les 2, 3, 4, 5 prochaines années. On va plutôt construire une gamme. On ne va pas faire partie de sociétés qui diront on va brûler du cash pendant 20 ans et puis un jour peut-être aller vendre des produits connectés, mécaniquement complexes, premium, à une enseigne extrêmement compétente, mais pas spécialisée. C'est sans doute à peu près aussi compliqué que si demain on essayait de vendre du caviar et du champagne chez un vélociste, si tu veux. Bonjour John, Bonjour. comment ça va? Écoute, ça va bien, ça va bien. On est là pour parler de vélo, donc c'est pas une mauvaise journée. Bon, merci beaucoup de me recevoir chez Angel. Là, c'est vraiment les bureaux. Enfin, c'est pas vraiment un showroom, c'est les bureaux. Comment ça se passe chez Angel en ce moment? Écoute, ça se passe de manière assez animée. On est la fin de l'année, mais surtout une année un peu spéciale. Une année un peu spéciale, ou en tout cas pour une société de notre taille, on a été sur plusieurs fronts réunis, gérer le quotidien, des lancements dont tu es au courant, et puis l'activité d'une PME, parce que c'est ce qu'on est au quotidien. Donc les journées sont remplies, mais ça se passe plutôt dans la bonne humeur, donc ce qui est important. Ok, excellent. Alors, je fais un petit rappel pour les gens qui nous écoutent et ceux qui nous regardent. C'est donc un nouveau format d'En roue libre qui se fait donc en audio et en vidéo. Donc, cet entretien est enregistré. Il sera visible sur la chaîne YouTube d'En roue libre dans les prochaines heures. Donc, si vous préférez avoir l'image, eh bien, allez sur YouTube. Je vous mettrai le lien dans la description. Et puis, si vous préférez l'audio, je vous invite à continuer cette écoute. En tout cas, n'oubliez pas que c'est très important de vous abonner et puis de nous laisser des petits messages pour nous dire ce que vous pensez de tout ça. Ça nous aide aussi à progresser. John, alors, ça fait bientôt, enfin 1 an et demi, bientôt 2 ans que tu es chez Angel. Ça fera 2 ans, 2 ans en février. Donc 2 ans en voilà, à peu février. près. Ouais. Ok. Donc avant ton arrivée, il s'est passé pas mal de choses sur lesquelles on va revenir. Mais est-ce que tu peux nous parler de de ce choix de rejoindre Angel, qui est une marque, une entreprise qui a un historique, qui a un passé. On en a beaucoup parlé, on va en reparler. Qu'est-ce qui t'a donné envie de rejoindre Angel dans ce contexte-là? Alors, plus que le contexte, en fait, avant tout, ce qui m'a donné envie, c'est une passion depuis la très jeune enfance sur tout ce qui tourne autour de la mobilité. Mais à l'époque, je t'aurais dit les véhicules, et sans doute pas les véhicules, je t'aurais dit les motos, les voitures, les vélos. Une passion personnelle assez forte, et une passion sur laquelle j'avais jamais vraiment opéré d'un point de vue professionnel, en tout cas pas en direct. Ça m'est arrivé à 3 reprises d'avoir des rôles sur lesquels l'automobile ou la moto faisait partie du contexte, le vélo aussi une fois, mais c'était pas un job plein temps, si tu veux. Et ces expériences m'ont plutôt donné envie de me rapprocher de ce milieu-là. Mais d'un autre côté, c'est des opportunités qui ne se sont pas présentées, voire même il m'a été dit 2 ou 3 fois que n'ayant pas commencé dans l'industrie de la mobilité, n'étant pas ingénieur en plus, il fallait oublier et se concentrer sur autre chose, et ça donnait la mobilité les week-ends. Et donc, lorsque, par le plus grand des hasards, en réalité, cette opportunité et ces discussions ont démarré, je me suis dit plusieurs choses. Je me suis dit, bon, en fin de compte, la mobilité vélo est sans doute quelque chose d'encore plus intéressant, parce que c'était un petit pont, si tu veux, avec des choses que j'avais fait. Là où
j'aurais peut-être été plus challengé sur des structures auto, par exemple. Et puis, le fait que, tu parlais de contexte, ce soit le contexte d'une marque jeune, certes, mais déjà existante, avec des décisions importantes à prendre, peut-être des pivots, et également un produit qui n'était pas seulement un produit mobilité, mais aussi un produit connecté, quelque chose que je connaissais. Alors, quand je dis je connaissais, tu connais jamais parfaitement, évidemment, mais en tout cas, j'étais pas néophyte sur les objets connectés. Je me suis dit que c'était un chouette moment. Et puis après, la partie peut-être la plus importante, c'est qu'à la fin, les décisions de business, elles sont toujours personnelles. J'ai eu un bon fit avec Marc, en l'occurrence Simon Signy, le fondateur. Et je me suis dit que c'était une aventure qui m'attirait et que ça méritait d'essayer. Donc voilà. Intéressant. Alors c'était pas le challenge quand même le plus facile à relever parce que si on revient un peu sur la genèse d'Angel, c'est un vélo qui a été pas mal, enfin beaucoup décrié à sa sortie pour tout un tas de raisons. Euh, c'est un vélo qui semble avoir été sorti alors qu'il aurait fallu qu'il y ait un petit peu plus de R&D, un petit peu plus de recherche sur la conception, un peu plus de finalisation. Euh, Est-ce qu'on peut en vouloir à Marc d'avoir voulu sortir ce vélo un peu trop vite? Écoute, c'est une bonne question et c'est indéniable. Ce que tu dis, on a été décrié, pas seulement, on a été aussi applaudi sur d'autres aspects, mais en vouloir à Marc, je pense pas. Alors, je te donne une réponse personnelle, évidemment. Euh, Marc de l'extérieur, personnage assez public, personnage qui a eu un succès important d'un point de vue professionnel. Beaucoup de choses qui pourraient laisser penser que le vélo et le projet Angel étaient une danseuse, si tu me passes l'expression, ou un hobby. Et en fait, je reviens à ce que je te disais, moi, c'est une des raisons quand même majeures de mon arrivée. C'est quelqu'un qui est vraiment câblé, qui a une passion véridique sur le vélo d'un côté, et après la mobilité et je pense le progrès urbain. Et puis, c'est quelqu'un, d'un point de vue fonctionnel, qui est un entrepreneur, donc qui est bon sur tout un tas de topics, mais qui est également, d'un point de vue de l'ingénierie, quelqu'un de compétent. Donc, ça, c'était important pour moi, même à titre perso, je te dirais, de voir ça. Je ne le connaissais pas, évidemment, avant d'entrer. Et il y a une humilité qui est un des éléments qui m'a fait venir, que j'ai pas nécessairement retrouvé dans la partie publique ou la compréhension publique du projet. Donc, la réponse courte, c'est non, je pense pas qu'on puisse lui en vouloir, parce que lui en vouloir de quoi? Il a été ambitieux, il a été entreprenant alors qu'il aurait pu prendre des routes plus tranquilles. Mais en revanche, si ta question était si c'était à refaire complètement, est-ce qu'il y a des choses qu'on pourrait faire différemment? Sans doute, sans aucun doute. Et moi, j'ai le rôle facile parce que, comme tu le disais, ça fait 2 ans que je suis là et c'est incroyablement plus facile quand tu arrives au milieu du chemin de dire tiens, voilà, on aurait pu faire comme ci ou comme ça, Oui. que de faire ça de la bonne manière au début. Parce qu'au début, tu n'as pas les repères. Donc, lui en vouloir, pour moi, absolument pas, bien au contraire. En revanche, si c'était complètement à refaire, est-ce que le vélo aurait bénéficié d'une phase supplémentaire de roulage, de mise au point, de boucle de feedback? Sans aucun doute. Même si j'ai un petit peu évolué par rapport à ça, parce que pour avoir connu des schémas de produits assez similaires dans mon job précédent, donc des produits connectés où tu mélanges, c'est de l'intégration mécatronique, tu as un aspect super mécanique, un aspect super software électronique. Il est important de te donner le temps de les tester avant de les livrer. Et d'un autre côté, il y a une partie du feedback que tu n'auras que à l'usage. Bien sûr. Donc, il faut trouver le juste milieu. Si tu lances ces produits-là avec uniquement du test banc, c'est suicidaire. Si à l'inverse, tu attends d'avoir eu le feedback nécessaire en roulage en conditions, tu lances jamais. Donc, il faut trouver ça. Et là, c'est vraiment le point sur lequel c'est assez facile pour moi aujourd'hui de te dire
voilà, j'estime que si on avait mis 3-6 mois supplémentaires, l'équipe en place, et Dieu sait qu'ils ont bien géré la première phase, aurait mieux dormi. Mais à l'époque, est-ce que j'aurais moi été capable, au moment où ils décident de lancer, de dire il nous manque exactement 3 mois et demi? Je ne suis pas sûr. Je suis pas sûr. Surtout que, enfin, encore une fois, c'est entre guillemets facile de parler a posteriori, mais c'est vrai que le contexte de l'époque dans lequel le vélo est sorti, il y avait de la pénurie de composants, il y avait un contexte qui faisait que peut-être le vélo, il fallait qu'il sorte. Mais c'est vrai qu'en face de ça, on a des utilisateurs qui se sont dit, bah, en fait, on est les bêta-testeurs. C'est ce que j'ai lu, effectivement, et il ne l'était pas, clairement. J'ai aussi lu, si tu veux, des échos qui pouvaient laisser penser qu'on avait lancé le vélo comme tu lances une application mobile, où là, c'est la bonne chose à faire. Tu lances rapidement, et puis tes premiers consommateurs sont des bêta-testeurs, et d'ailleurs, souvent, tu leur dis. Et ils le savent, ouais. Voilà, ils le savent. C'était évidemment pas le cas. Maintenant, difficile de critiquer que certains aient pensé essuyer les plâtres. Voilà. Plâtre qui, je te rassure, tout est relatif. Hein. Le vélo a depuis été très largement fiabilisé, et c'est peut-être là où, en effet, a posteriori, on les a jamais considérés comme des bêta-testeurs, mais cette phase, pour autant difficile qu'elle ait été, de leur côté, d'une autre aussi, hein, puisque là, moi, j'ai aucun mérite ou aucun crédit à prendre, donc je peux le dire librement, ce que l'équipe initiale a fait pour que ces gens-là puissent rouler, quel qu'en fut le coût pour nous et l'organisation, ça a été costaud. Ça a été vraiment costaud. Voilà, encore une fois, je peux en parler librement, je n'étais pas là. Mais si tu veux, ça a été une période où, effectivement, sur certains, et notamment des gens qui te font confiance, parce qu'en fin de compte, quand tu lances une marque, et que tu n'es pas le seul, parce qu'on n'était pas, et on est encore moins aujourd'hui, la seule marque à faire des chouettes vélos, les gens qui te font confiance et qui disent c'est un Angel que je vais prendre, ou une marque X ou Y, ils choisissent plus qu'un vélo. Ils choisissent également une décision marquée dans leur groupe d'amis, leur cercle de référence. Et donc, plus cette confiance est importante au début et dans leur choix, plus si ça ne se passe pas comme ils l'espèrent, bien sûr, ils vont t'en vouloir, te le reprocher. Qui aime bien châtie bien, comme on dit. Et donc, ça a été une phase compliquée, une phase qui nous a fait grandir, une phase sur laquelle, encore une fois, je pense qu'il y a eu beaucoup d'efforts de fait. Et alors là, pour le coup, je suis certain que je n'aurais pas pu faire différemment ni mieux. L'équipe a dépensé sans compter et s'est concentrée sur prendre en charge les gens qui étaient en phase de problème sur leur vélo, et puis réparer les vélos. Ça, c'est la partie facile, je te dirais. Le plus important dans ces moments-là, c'est d'être capable de te concentrer et d'avoir l'humilité pour réparer la relation. Être capable de dire, de t'excuser s'il y a besoin, de trouver une solution rapidement s'il y en a besoin, et il y en a eu besoin. Voilà. Mais encore une fois, avec un petit peu de recul désormais, c'était obligatoire de le faire comme ça. C'était compliqué, c'était cher, c'était long, mais c'était une très bonne chose. Et aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on a un bassin de consommateurs qui sont plutôt contents. On a nos notes Trustpilot sont plutôt très bonnes, mais ça n'a pas été simple. Ça n'a pas été simple. Oui, c'est sûr que pour se replacer, tu parlais de confiance, je pense que c'est des gens, quand ils ont acheté ce modèle, c'était des early adopters, des gens potentiellement des consommateurs Apple, et puis peut-être aussi des gens qui suivaient Marc, qui l'auraient suivi partout. Enfin, je pense que Marc a cette aura et il est capable d'embarquer des gens. Et je trouve que c'est ça qui était génial dans ce projet, et qui l'est toujours, mais il a su embarquer avec lui des gens. Malheureusement, il a un peu surpromis, et donc forcément, la confiance a été entamée. Mais effectivement, je me mets à la place des ingénieurs chez vous qui, soirée week-end, ont dû s'arracher les cheveux pour
pour corriger des problèmes de software, de connectivité, tout ça, ça a dû pas être simple. Alors, pour revenir sur la jeunesse d'Angel, effectivement, c'est quand même né tu parlais de la passion de Marc pour le vélo. On avait un exemple qui existe toujours, c'est Héroïne, qui est cette marque ultra premium de vélos de route que Marc avait monté en 2018, qui étaient ces vélos avec des concepts intéressants, pas extrêmement disruptifs, mais concept intéressant avec un cadre qui était fabriqué en France. C'était Rémi Chenu, l'ingénieur à l'époque, qui avait développé ça, qui était un ancien de chez Look, si je me souviens bien. Rémi, qu'on salue, je sais qu'il nous suit, et qui avait fait un travail super avec de la surface de balles de golf sur les parties en contact avec le vent. Enfin, c'était génial, qui coûtait entre 14 000 et 17 000 euros. Ce qui n'est pas extrêmement déconnant sur un vélo haut de gamme, hein. Quand on voit des Specialized aujourd'hui, ça c'est ce que ça vaut. Et pour autant, c'était un peu en avance de phase, Héroïne. Parce qu'aujourd'hui, 14 000 euros pour un vélo de route, alors évidemment, certains vont crier au scandale, mais quand on voit qu'une paire de roues peut coûter 5 000 euros... Les choses vont vite. Les choses peuvent aller très vite. Donc, la passion de Marc pour le vélo, c'est pas nouveau. Et donc, comment Angel s'est connecté avec cette passion, justement? On passe d'un vélo de route ultra performance pour des gens qui ont un fort pouvoir d'achat à un vélo qui se veut nettement plus grand public et accessible. C'était quoi le dénominateur commun des deux? Entre les deux. Alors, je vais parler pour lui, et donc il est possible que je me rate, et je pense que d'ailleurs ce serait intéressant que tu aies un jour son point de vue en direct, mais quand il veut. Pour moi, la différence majeure, c'est que Héroïne, c'était un produit qui est réellement né d'une passion à un titre très personnel. Marc, qui est un féru de sport et entre autres choses de vélo, c'est sans doute dit à l'époque, j'ai déjà des vélos qui sont chouettes au garage. Qu'est-ce que j'aimerais avoir moi en plus? Et avec quand même en filigrane la notion de performance, la notion d'un bel objet et la notion d'innovation. Tu parlais des principes aéros sur la partie avant du vélo, par exemple. Donc ça a été sans doute la genèse. Je pense que pour l'avoir entendu et pour en avoir discuté plusieurs fois avec lui, la naissance d'Angel, elle n'est pas née seulement d'un rêve en disant qu'est-ce que j'aimerais avoir moi pour rouler, mais vraiment d'une notion de résoudre un problème. En l'occurrence, un problème urbain avec une ville, donc Paris à l'époque, qui s'embouteillait, qui devenait polluée. Non, elle ne devenait pas polluée, mais la conscience qu'elle était polluée devenait plus forte chez chacun d'entre nous. Et puis, une ville également bruyante, et donc de se dire, bon, là ce n'est pas une question de rêve uniquement, c'est qu'il y a un problème, et une solution de micro-mobilité peut venir amoindrir ce problème. Ça, c'était un premier élément. Je pense que le deuxième élément, c'est que encore plus que sur Héroïne, son passé personnel d'entrepreneur, mais son passé technique également, pouvait être mis beaucoup plus à profit sur un objet connecté. Et enfin, mais là, je ne l'ai pas nécessairement entendu me dire ça, et c'est une spéculation. Pour autant qu'Héroïne était un produit extraordinaire, ce ne serait pas juste que de dire que le monde du vélo manque de très beaux vélos cyclosportifs ou de compétition. Il y a des chouettes choses qui existent, on en parlait tout à l'heure, tu mentionnais 2 ou 3 marques, et il y en a plein d'autres. Là où un objet de micro-mobilité urbain connecté et pour autant qui reste un vélo, j'insiste là-dessus parce que c'est tellement rationnel, si tu veux, cette approche, qu'on en oublie de temps à autre, ça doit rester un vélo. Un objet émotionnellement fort, un objet beau que tu as envie de posséder. Là, ça lui a permis quand même de mélanger beaucoup sa vision d'un côté et ce qu'il avait pu faire par le passé, parce que ce qu'il a fait
par exemple, chez Mythic, c'est avant tout utiliser de la technologie, et en l'occurrence une technologie très digitale et d'app mobile, pour résoudre un problème ou permettre des opportunités. Et ça se prêtait sans doute plus à la solution urbaine qu'à la solution cyclosportive. Donc voilà, là, je donne une réponse. Voilà, aux trois quarts, je suis assez à l'aise. Le dernier quart, je spécule, mais ça me semble assez évident. Ok. Donc, en gros, l'idée, c'était de dire que je mets un peu plus de moi-même et des choses que je sais faire pour apporter une solution à un problème auquel les gens sont en train de prendre conscience, qui est qu'on a besoin de plus de mobilité et d'un outil qui est adapté. C'est ça. Et en l'occurrence, plus de lui-même, c'était l'aspect connecté, parce qu'on est fin 2023, l'aspect mécanique d'un vélo, sa stabilité, sa légèreté, il y a des préceptes quand même qui sont maîtrisés. En revanche, sur l'aspect objet connecté et sur l'aspect application mobile, ainsi que l'aspect data d'ailleurs, là, il partait sinon avec un coup d'avance, avec une maîtrise qui était supérieure à l'industrie, si tu veux. Donc, voilà pour la genèse. Ok, excellent. Donc, on a un vélo qui a été designé par Oraito, qui est un très grand designer qu'on ne connaît pas forcément dans le vélo. C'était pareil, un choix qui était affirmé, très singulier, on va dire. Ouais. Alors là, je connais encore moins l'histoire et je l'ai rencontré seulement à quelques reprises, et j'en profite pour le saluer. Je pense qu'il y a eu plusieurs choses. Il y a eu quand même le principe d'un projet français, même s'il n'est pas nécessairement franco-français d'un point de vue jusqu'au boutiste. L'idée, c'était quand même de faire les choses au meilleur niveau de qualité. Oraito, qui avait déjà dessiné dans la mobilité, en l'occurrence pour du transport urbain, tram par exemple, et autres. Et puis, je pense la volonté, sans casser ce qui fait qu'un vélo doit fonctionner et rouler, parce que tu le sais mieux que moi, il y a des règles qui sont à minima dangereuses à challenger, mais d'avoir un facteur de forme et un design qui soit à la fois reconnaissable visuellement, mais également d'un point de vue fonctionnel, qui puisse garantir ce qu'on voulait signer, c'est-à-dire de la légèreté, à la fois pour être agréable à rouler, mais également par rapport à la portabilité. Alors, légèreté, tout est relatif, hein, encore une fois, par rapport à héroïne. On n'est pas du tout dans les mêmes zones, comme tu le sais, mais dans ce climat de vélo urbain électrique, il nous semblait important d'être dans une zone avec un poids maxi qui te permette, pour des gens n'ayant pas de garage à vélo, par exemple, de le monter chez toi. Et ça, c'était quand même un effort de techno d'un côté, mais également de design industriel de l'autre. Donc voilà pour le choix. Ok. Donc effectivement, la partie en principal qui a été un peu discutée, c'est le choix de cette batterie qui est un concept intéressant. Ce qu'il y a, c'est que on s'est rendu compte assez rapidement que c'était peut-être pas à l'époque, de la manière dont ça avait été fait, la meilleure idée du monde, parce que il y avait des problèmes techniques. Je pense que on peut pas reprocher d'avoir des partis pris en termes de design et des partis pris techniques osés. Ce qui a été un petit peu plus décrié, c'était que c'était l'exécution à l'époque, parce qu'en fait, on s'est rendu compte que, en termes de connectique, c'est vrai que ça posait quelques soucis qui ont été résolus derrière, mais c'est vrai que c'est osé. Est-ce qu'aujourd'hui, typiquement, ce concept de batterie à l'arrière qu'on voit encore sur les nouveaux vélos, c'est quelque chose qui a vocation à perdurer sur les prochains modèles, ou est-ce que Oraito a dit non, vous touchez à rien, ou... C'est une bonne question, et elle touche plusieurs éléments assez cruciaux, en fait, de la façon dont on a pu prendre des décisions, des relations, et puis de l'apprentissage. Facile pour moi, encore une fois, d'en parler aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, on a un vélo qui est fiabilisé, y compris sa connectique. Ça n'a pas été le cas sur tous les vélos au début. Et effectivement, pour prendre point par point, la batterie a été un de ces éléments.
Euh, on est maintenant plus de 3 ans, 3 grosses années après les livraisons des premiers vélos. Euh, il nous a fallu, je pense, au moins une grosse année pour parfaitement fiabiliser cet aspect connectique. Il y a plusieurs éléments à ça, mais un des éléments, et je pense que c'est ce que tu soulignais, c'est que c'est un pari assez osé de mettre en position suspendue, en porte-à-faux arrière, un élément qui, d'un point de vue énergétique, va stocker et en plus de ça, va être soumis à des oscillations. Bon, pas besoin d'être ingénieur pour se dire que le pari est osé, comme tu le dis. Ce pari-là, il part d'un point de vue ergonomique, plus que d'un point de vue de centrage des masses. En l'occurrence, c'était plutôt que de faire une batterie et de viser la capacité maximale, on avait souhaité faire une batterie qui vise une recharge rapide et une facilité d'emport pour que, sans te salir, sans te coincer les doigts, y compris pour des gens qui ne sont pas nécessairement des gens très rompus à la mécanique, ce soit facile. Et il y a eu un choix à faire, parce que le choix le plus fiable, le plus instinctif n'aurait pas été de mettre une batterie en porte-à-faux arrière. Mais le fait d'avoir choisi une batterie plus légère, qui emmagasine moins d'énergie mais qui se charge plus vite, allait dans une logique qui était la facilité, pour des gens qui allaient le recharger plus souvent. Donc, pour les prochains vélos, sans te dévoiler nécessairement ce sur quoi on est en train de travailler, il y a plusieurs cas de figure et plusieurs typologies de vélos où ce serait sans aucun doute un mauvais choix. Sans aucun doute un mauvais choix. Mais sur ce type de vélo, un vélo que je qualifierais de micro-mobilité, parce qu'on a un super vélo aujourd'hui pour des gens qui font de la micro-mobilité. On n'a pas un super vélo pour des gens qui vont faire 2 fois 50 par jour avec un enfant à l'arrière. Pour son usage, ce n'était pas le chemin le plus simple, mais ça a été le bon. Ça a été le bon. Oui. Alors, ce vélo est produit chez Seb. C'est un partenariat qui s'est renforcé là récemment, donc avec le nouveau partenariat également Mini, dont on parlera un petit peu plus tard. La collaboration avec Seb, tu peux nous expliquer un peu le pourquoi? Parce qu'en fait, c'est vrai que c'est un peu... là, enfin, a posteriori, on comprend, on a plus d'éléments et tout ça, mais c'est vrai qu'à l'époque, on se disait un peu, mais comment est-ce qu'ils peuvent faire des vélos alors qu'habituellement, ils font des autocuiseurs, enfin des trucs comme ça. Comment est-ce que c'est venu à l'esprit de Marc et des dirigeants de chez Seb que ça pouvait être une bonne idée, que ça pouvait être évident et que ça pouvait s'inscrire sur un partenariat long terme que de faire des vélos chez Seb? Alors, c'est naturel que ça puisse surprendre, même si l'industrie est peuplée de ces exemples, Ducati avec ses machines à café au début et plein d'autres. Et le fait est que quand tu en parles, notamment quand tu parles à des gens qui comprennent Angel comme un produit haut de gamme, ils peuvent être surpris en disant mais pourquoi vous n'avez pas plutôt pensé à le fabriquer dans une usine de voitures de luxe ou ceci ou cela. En fait, il faut savoir plusieurs choses. La première, c'est que évidemment le groupe Seb est le groupe qu'on connaît aujourd'hui, un groupe multimarque sur des produits qui vont du grand public au premium dans l'univers de la maison. Et ce groupe-là, en son sein, a un véhicule qui s'appelle Seb Alliance, qui est le véhicule qui prend des participations dans des sociétés jeunes et innovantes qui sont plus ou moins proches de leur métier de base, mais qui ont comme point commun de nécessiter soit des apports en capital et ou une incubation et un support stratégique. Et le fait est que la mobilité connectée, bizarrement, était également une mobilité qui intégrait de la mécatronique. C'est-à-dire que le point commun entre ce vélo, un vélo connecté d'ailleurs en général, et leur cœur de métier, c'était être capable de mélanger des choses très hardware, de l'aluminium, du métal, de l'injection, avec de l'intelligence soft à l'intérieur, et de faire en sorte que toutes ces choses-là fonctionnent ensemble, éventuellement avec des systèmes d'application connectés. Donc, le facteur de forme, si tu veux, il est évidemment très différent, voire même ça n'a rien à voir. Mais la logique était bonne et quand tu connais
ces gens-là et leur groupe, j'en profite pour saluer et remercier Thierry de la Tour d'Artaise qui était à l'époque le CEO du groupe et qui aujourd'hui préside à Seb Alliance. C'est des gens également qui ont d'autres avantages, notamment une obsession consommateur. Et ça, c'est important et ça nous a fait du bien et ça continue de nous faire du bien puisque les relations sont intensifiées. Et également, un aspect qui est celui le plus connu. Tu parlais du manufacturing, de la production. Pour une société à notre taille, c'est un débat compliqué parce que tu es petit, tu es obsédé par le dessin de ton produit, son développement, sa mise au marché, et tu ne peux pas t'improviser manufacturier. C'est vraiment compliqué. C'est vraiment compliqué. Si les choses vont mal, ça va aller encore plus mal si tu l'as fait seul. Si les choses vont très bien, il est possible que ça n'aille pas très bien longtemps parce que tu vas devoir gérer des changements d'usine, des changements d'échelle. Et là, on bénéficie vraiment de gens qui, ont le savoir-faire en qualité, en mise à l'échelle, en mise au volume, qui comprennent également parfaitement les logiques d'approvisionnement. Ils ont une quarantaine d'usines dans le monde aujourd'hui. Bon, nous, on est en Bourgogne, comme tu le sais. Donc, il faut qu'on arrive évidemment à anticiper la différence de taille, parce que c'est peut-être ça qui, avec le recul, est le plus important. Nous, on est une PME, et Seb, c'est un gros groupe mondial, mais il nous aide beaucoup, il nous assiste, il nous challenge de manière hyper positive. Et c'est vrai que je partage ce que tu dis, et moi, en rentrant dans la société, quand tu en parles à des amis et que tu expliques que c'est le groupe Seb qui fabrique, tu as toujours du respect parce que c'est une marque qui est souvent extrêmement respectée, mais tu peux avoir des questions. Et en fait, 3 mois après, après avoir aussi visité l'usine et compris les femmes et les hommes autour de ce projet, tu dis non, c'est sinon une évidence, c'est une très bonne chose. Parce que c'est marrant, parce que pardon. C'est marrant parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, voilà, on comprend et tu nous aides aussi à comprendre, mais c'était quand même, encore une fois, vachement disruptif. Oui, c'était disruptif et je ne suis pas sûr que ça a été que le fruit d'une vision stratégique. Tu vois, je ne suis pas sûr qu'il y ait une slide dans le projet, slide 17, on va aller voir Seb. Après, là je te fais la rationalisation a posteriori. En fait, au début, comme souvent, dans une aventure entrepreneuriale et industrielle, c'est des rencontres. C'est des rencontres. Je pense que voilà, Marc et M. de la Tour d'Artaise se sont rencontrés à un moment où les étoiles se croisaient. Et puis le reste a prouvé que c'était, en tout cas de notre côté, mais j'espère du leur aussi, c'est vraiment une chouette aventure. Et puis on continue d'apprendre ensemble. Est-ce que tu penses que, du coup, Marc et le patron de Seb se sont rencontrés et que Marc a séduit avec ce projet? Bah, D'ailleurs, comme il embarque beaucoup de gens avec lui. Ouais, écoute, tu en parlais tout à l'heure. Alors, Marc n'est pas un gourou, on ne parle pas de ça, mais c'est un leader et un leader passionné. Donc effectivement, si tu rajoutes à ça le troisième composant, qui est quand même le plus important, d'avoir des idées qui tiennent la route, tu vas fédérer. Tu fédéreras jamais tout le monde et c'est pas le but. Donc, dans le cas de Seb, je ne connais pas assez bien Thierry de la Tour d'Artaise pour me permettre de parler en son nom, mais c'est également un entrepreneur, quelqu'un qui a façonné une croissance importante du groupe Seb, à la fois sur leur métier de base et également d'un point de vue des acquisitions et de la croissance mondiale du groupe. Il y a un niveau d'énergie aussi qui est important. Et puis, comme tu le disais justement, je pense qu'il ne faut pas oublier le contexte. Là, on parle de 2018, 19, 20. Un moment pivot, un moment où le vélo est redevenu, un petit peu comme il y a 100 ans en fait, un élément clé de la culture populaire. C'est-à-dire que le vélo qui était pivot au début du siècle, puis qui est devenu un sport, mais presque seulement un sport, on ne se déplaçait plus à vélo dans les villes, est redevenu
un élément urbain. Donc, il y a eu un moment, je pense, tu vois, qui a fait que si Marc et l'équipe avaient rencontré Seb en disant on a un super idée, on veut gagner le Tour de France, je ne suis pas sûr qu'ils l'auraient perçu comme ça. Mais voilà, là, les choses se sont bien réunies. Donc c'est arrivé à un moment, comme tu dis, un bon moment, un moment clé, où effectivement le vélo, surtout à Paris, commençait à reprendre vraiment de la place. Et encore, on ne parlait même pas de l'après-Covid, évidemment. On a parlé aussi de la partie un peu vision. C'est-à-dire que l'idée, c'était en fait de faire un vélo un peu universel, c'est ça, mais qui, pour le coup, était un poil trop universel. C'est-à-dire que c'était un peu trop un monoproduit qui visait à satisfaire tous les besoins. C'était un peu ça l'idée. Je pense que c'était un peu ça. Et quand je te disais tout à l'heure que si c'était à refaire, il y a des choses sur lesquelles, en tout cas à titre personnel, je ne changerais rien, des choses sur lesquelles je ne changerais rien. L'ambition, je changerais peut-être un petit peu la façon d'en parler. Et il y a des choses qu'on ferait différemment. Je pense que l'idée d'un vélo universel, elle est sans doute présomptueuse. Encore moins qu'en auto, encore moins qu'en moto, un seul vélo peut être parfait pour tous les utilisateurs dans toutes les villes avec tous les contextes. Donc aujourd'hui, ça c'est un des 3 éléments, je pense, sur lesquels on va ajuster la stratégie. On pense qu'on a un super vélo pour du commuting urbain, pour des gens qui vont favoriser l'agrément, la vitesse d'utilisation, la partie digitale. Est-ce qu'on a un super vélo pour des gens qui feraient, comme je te le disais tout à l'heure, 40 km le matin et le soir avec la moitié en forêt, avec 50 kg de chargement? Je suis assez certain qu'il y a beaucoup mieux. Et c'est important d'avoir cette compréhension et cette honnêteté devant tes consommateurs, de leur dire, voilà, selon ce que vous faites, on a le vélo parfait ou pas du tout. Ouais. Et cette logique-là, donc d'universalité, c'est pas quelque chose qui va animer ce qu'on va faire sur les 2, 3, 4, 5 prochaines années. On va plutôt construire une gamme. Et notre rôle, plutôt que de prétendre et de dire ce vélo-là, qui que vous soyez, c'est le bon, notre rôle, ce sera avant tout de comprendre quels sont tes besoins à toi. Et les tiens ne seront pas nécessairement celles de la personne B ou C à côté. Et il faut prendre ça en compte. C'est un petit peu la base quand même. Là, on parle du vélo, mais c'est quand même vrai dans la plupart des marchés. Ouais, ce qu'il y a d'intéressant sur ce vélo en particulier, c'est que c'est une petite capacité de batterie, c'est un petit moteur face à des motorisations Bosch avec des grosses batteries. Et c'est un peu ce sur quoi on est en train de revenir sur du vélo de route, du gravel, même du VTT, sur le segment du light, c'est-à-dire assistance minimale, avec petite capacité de batterie qui se charge également rapidement parce qu'on n'a peut-être pas besoin d'avoir 85 Nm de couple pour faire de l'urbain du plat. Encore une fois, est-ce qu'il faut y voir un peu une vision en avance de phase de la part de Marc ou pas? En tout cas, un parti pris, je t'en parlais tout à l'heure, le vélo urbain et le vélo électrique et connecté en ce qui nous concerne, il est avant tout né d'une réflexion rationnelle. Les villes et les gens dans les villes ont besoin d'une solution qui soit compacte et dépolluée. Et en fait, nous l'industrie, on a tellement été concentré sur cet aspect rationnel qu'il est facile d'oublier que c'est aussi un vélo, un objet de passion, un objet... ton premier vélo, à 6, 8, 12, 14 ou 20 ans, peu importe, tu ne le réfléchis pas en CO2 ou en kilogrammes. Tu le réfléchis en te disant, je vais pouvoir aller voir mon ami ou aller au club de sport sans demander à quelqu'un de m'y emmener ou sans monter dans un bus. C'est une liberté. Et la deuxième chose, c'est que pour la grande majorité d'entre nous, tes premières expériences, alors évidemment, passer les premières chutes du début, c'est le plaisir. C'est le plaisir. Et donc, là où je pense que si ce vélo n'est pas universel, il a plusieurs mérites, c'est un vélo qui reste un vélo. C'est un vélo qui reste un vélo. Parce qu'il est léger, parce que sa géométrie reste comparable à un vélo
pas nécessairement, encore une fois, un vélo de contre-la-montre, mais il a une géométrie assez engagée, avec un toucher de route qui est important. Et tu viens d'en parler, parce que d'un point de vue de son assistance, il en a suffisamment, mais c'est un vélo, pour parler très simplement, c'est un vélo sur lequel les gens pédalent en général. Tu vois, c'est pas un vélo sur lequel tu vas te laisser porter. Et donc, les gens se reconnaissent ou pas dans cette proposition, mais j'y reviens sur une taille de ville comme celle de Paris, une taille humaine. On pense que c'est un chouette produit. Et en revanche, il est extrêmement certain que c'est pas nécessairement le vélo qui serait parfait pour quelqu'un qui te dirait j'habite à San Francisco et puis j'ai 15 km de côte pour aller travailler et by the way, j'y vais avec mon enfant le matin. Voilà, donc ça c'est une vision de départ qui, si c'était à refaire, je pense que le dire clairement serait sans doute une bonne chose. Tu vas permettre aux gens de dire je l'aime encore plus parce que je me reconnais, et à l'inverse, à d'autres de dire c'est super, mais c'est pas pour moi. Voilà, encore une fois, on est sur un marché libre, mais l'idée était celle-ci, de rester un vélo, de lui apporter toute l'intelligence qu'on a pu donner, mais de garder des propriétés de légèreté et d'agilité. Ok. Donc vous avez séduit 5000 utilisateurs, à peu près, à peu près, depuis que le vélo est sorti. Est-ce que c'est en accord avec les objectifs que vous étiez fixés, tout en connaissant la réponse, mais est-ce que tu peux nous dire un peu de quels étaient les objectifs, quels sont-ils aujourd'hui et comment vous vous positionnez par rapport à ça? Alors, comme tu le sais, et je vais le détailler, les 18 à 24 mois qui viennent de s'écouler valent quasiment plusieurs vies dans le rythme d'une société de vélo, parce que le marché subit ou initie des mouvements importants. Est-ce que ça correspond aux objectifs? Je pense que ça correspond aux objectifs initiaux, voire avant le lancement. En revanche, le lancement du vélo, tout à l'heure, tu parlais d'un lancement important. C'est vrai que le lancement d'Angel a capté beaucoup d'attention. Et le lancement d'Angel a été concomitant à une prise de conscience, également encouragée, aggravée ou turbochargée, j'en sais rien, par le Covid, qui fait que l'engouement autour d'Angel et du vélo électrique a été plus fort que ce qui avait été sans doute dans les plans initiaux. Donc les 5000 vélos, je pense qu'ils sont c'est qu'une société comme nous, à mon sens, devait viser en 2 ou 3 ans et sur un lancement initial. Mais il y a eu une phase tout de suite après le lancement où on a sans doute pu penser, mais en fin de compte, on va en faire beaucoup plus parce que la demande était importante. Et en revanche, très peu de temps après cette impression, le Covid, qui avait eu un aspect, j'ai failli dire un aspect positif, c'est insultant pour les gens qui sont tombés malades, mais en tout cas sur le marché du vélo, un aspect d'augmentation du potentiel de ce marché. Il a eu un deuxième aspect beaucoup plus compliqué à gérer, c'est qu'il a tendu sa chaîne d'approvisionnement. Selon ce que tu fabriquais et où tu le fabriquais, il y a, comme tu le sais, toute une myriade d'éléments sur un vélo qui viennent d'endroits du monde plus ou moins loin selon où est ta société, et les choses se sont vraiment grippées, à la fois avec le Covid et puis cette surcharge de demande, certes positive, mais qui a fait que les gens pouvaient plus ou moins bien livrer, voire dans certains cas pas du tout. Et évidemment, on a subi ça, comme je vais dire comme tout le monde, peut-être pas, mais comme beaucoup quand même. Donc les quelques milliers de vélos, on pourrait débattre. Est-ce qu'il aurait fallu faire 10 000? Est-ce qu'on peut s'estimer heureux parce que pour une start-up aussi ambitieuse, on aurait pu faire 1000? Ce qui est plus important, c'est tu posais la question, quels sont les objectifs désormais? Moi, je les vois par zone, mais clairement, sur l'année qui arrive,
bien que le marché du vélo soit en train de s'affiner, de se réformer, on peut dire plein de choses. Le marché qui nous intéresse, nous, donc le marché urbain électrique, continue d'être en croissance. On a un vélo qui est fiabilisé, on vient d'en sortir une série particulière avec le produit Mini. On n'aura donc pas l'excuse de dire c'est dur, on en vendra moins. On va donc largement progresser, on vendra plusieurs fois en 2024 ce qu'on a vendu en 2023. Et puis après, sans te donner de chiffres exacts ou de dates exactes, l'objectif suivant, c'est plus un objectif de société, ce sera d'être rentable en tant que société, parce que en filigrane des questions que tu me poses, quand je te parle de technologie, à la fois software, mais à la fois électrique également, d'un lancement important, s'il y a bien un élément qui a également changé, on parlait du Covid tout à l'heure, il y a un autre élément qui a changé, c'est que tu sois une jeune société ou une société établie, le terme start-up, on pourrait en parler en long, en large et en travers. Tu es une société. Tu vends des produits ou des services, tu gagnes ou tu perds de l'argent. Et tu as des femmes et des hommes qui sont tes collaboratrices et collaborateurs. Et ta première responsabilité, quand on parle de longévité, c'est vis-à-vis d'eux, de ton équipe et de tes consommateurs. Donc la notion de rentabilité, ce sera le troisième objectif. Et on ne va pas faire partie de sociétés qui diront on va brûler du cash pendant 20 ans et puis un jour peut-être. Non, ça ne marche pas comme ça, ça ne peut pas marcher comme ça, ni vis-à-vis des investisseurs, ni des employés, des collaborateurs, ni de tes consommateurs en fin de compte. Parce que ce qui fait qu'une société est considérée comme sérieuse et comme stable, c'est quand même que tu puisses prouver être capable de te débrouiller tout seul. Donc dans les 2-3 années qui arrivent, ce sera l'objectif troisième que d'être profitable. Et ça passera évidemment par un déploiement de la gamme, sans doute également par des déploiements géographiques et par des calculs importants sur qu'est-ce qu'on doit faire comme les autres et quels sont les endroits où on veut révolutionner ou faire progresser, voilà, avec l'humilité de réaliser et de se dire qu'il y a des choses qui existent déjà et qui sont bonnes. Alors, j'ai un dernier sujet avant de passer sur la partie présent / futur. C'est ce pont entre la première version et les modèles actuels qui a été commercialisé chez nos amis de chez Carrefour, qui est quelque chose qui a beaucoup surpris, qui a évidemment beaucoup fait parler. Est-ce que c'était une erreur en termes de branding ou même de communication? Enfin, et après, est-ce qu'il y avait aussi d'autres options envisageables? C'est difficile pour moi de te dire que ce n'est pas une erreur, parce que aller vendre des produits connectés, mécaniquement complexes, premium, à une enseigne extrêmement respectable, extrêmement compétente, mais pas spécialisée de ce type de produit, c'est sans doute à peu près aussi compliqué que si demain on essayait de vendre du caviar et du champagne chez un vélociste, si tu veux. Chacun son métier, j'ai envie de te dire. Après, cet élément, en fait, m'oblige à revenir un petit peu en arrière. Et ça, c'est un élément qui m'a été pénible à titre personnel, parce qu'il m'a fallu du temps durant l'été 2023 pour comprendre que, certes, les gens avaient vu que ces vélos étaient discountés, hein, puisque c'est le mot, mais qu'en plus, leur compréhension, c'était que c'était sans doute un événement qu'on avait orchestré, nous, et orchestré à cette époque-là, c'est-à-dire en 2023 tout de suite. Et alors, je m'excuse, c'est naïf ce que je te dis, mais il m'a fallu du temps. Parce que je connaissais évidemment l'envers du décor. L'envers du décor, c'est qu'on parle de vélos qui ont été vendus lors du tout début de la société. Comme tu le sais, l'idée, c'était de vendre les vélos uniquement en ligne. Et puis, il y a eu
plusieurs appels entrants en fait de distributeurs qui ont dit on a vu ce que vous venez de lancer, on aimerait se positionner. Donc ça, excuse-moi, c'était vraiment au lancement. Les coups de fil sont quasiment immédiats et la transaction et la négociation dont on parle là, c'est 2021. Et si je réfléchis à ça avec les expériences que j'ai pu moi avoir par le passé, un petit peu rigide en fin de compte, tu vois, où tu as une marque premium, tu as 50 ans d'existence, tu essaies de contrôler ta distribution et donc tu vas vendre tes produits soit en direct, soit chez des enseignes qui ont prouvé savoir le faire avec des marques comparables. Voilà, ça, c'est la norme, on va dire. D'un autre côté, quand je te parlais de culture populaire tout à l'heure, j'ai de la sympathie pour le fait que l'équipe à l'époque se soit dit, tu sais quoi, une enseigne aussi respectable, certes qui n'a pas prouvé sur ce marché-là être compétente encore, mais aussi respectable et publique et cotée que Carrefour, qui nous fait l'honneur de nous appeler, si notre motif, c'est réellement d'avoir un impact sur les villes, parce que c'était ça l'impact. L'impact, ce n'était pas créer une marque de luxe avec des vélos à 30 000, tu en vends 12 et puis tu arrêtes. Non, l'impact, c'est de changer les choses. Je pense que l'équipe s'est dit, en fin de compte, ça va nous donner une taille. Voilà. Donc, c'était l'idée de l'époque. Après, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé ce qui devait sans doute se passer. C'est que l'enseigne a pris du temps à commercialiser les produits et les consommateurs n'ont sans doute pas favorisé ou même considéré cette enseigne comme évidente pour aller prendre des conseils, parce que c'est ça dont on parle, sur des produits, comme je te le disais, complexes, premium et haut de gamme. Et donc, mais là, je parle pour eux, hein, je pense qu'à un moment donné, ils se sont dit, bon, on a ces vélos, il n'y a pas que les nôtres par ailleurs, qui prennent la poussière dans un entrepôt, il faut qu'on fasse quelque chose. Bon, et là, si tu veux, ils ont fait, à mon avis, la chose correcte de leur point de vue. Leur job n'est pas de protéger notre image à nous. Mais ça a été compliqué. Et comme je te le disais tout à l'heure, j'ai réalisé, et ça a été dur, j'ai réalisé uniquement assez récemment, en fait, que non seulement les gens ne comprenaient pas, voire nous reprochaient d'avoir vendu ces produits-là à une enseigne de la grande distribution, mais qu'en plus, et ce n'est pas une excuse hein, que je te donne ici, mais c'est une clarification, mais qu'en plus, ils pensaient que ces vélos disponibles durant l'été 2023, on les avait vendus, nous, à l'enseigne, un mois, 2 semaines avant ou la veille. Voilà, donc ça, à titre personnel, écoute, ça pique, mais difficile de blâmer l'opinion publique. Difficile de blâmer l'opinion publique. Donc, En fait, si je comprends bien, c'est avant tout un problème de timing. Parce que finalement, les vélos ont été vendus à Carrefour, qui est une enseigne qui fait extrêmement bien son travail et qui vend des produits technologiques par ailleurs. Bien sûr. Simplement, ce que tu nous dis, c'est que, en fait, finalement, la clientèle Carrefour n'est pas forcément une clientèle qui veut acheter un vélo connecté à 2800 ou 2900 € à l'époque où c'est sorti, dans un supermarché. On peut comprendre ça. Donc en fait, encore une fois, si je comprends bien, tu me dis si je me trompe, mais donc en fait finalement Carrefour a acheté les vélos quand ils sont sortis. Vous aviez à l'époque décrété que c'était un bon choix. Simplement, le succès chez Carrefour n'a pas été celui qui était escompté par les gens de chez Carrefour potentiellement, et vous aussi. Et donc il y avait ce stock de vélos qui était chez Carrefour, que eux n'ont pas réussi à vendre. Et qu'à un moment donné, en distributeur gérant des flux de stock sans affect avec une quelconque marque, ils se sont dit, bah tiens, ce stock-là, il faut qu'on le vende et qu'on le brade. C'est ça. Donc c'est une question de timing, en fait. Oui, de timing. Et puis ils ont géré leurs affaires de la bonne façon. C'est-à-dire que c'est facile pour moi de te dire que ça a été compliqué. Si j'avais été de leur côté, tu as un stock, s'il ne se vend pas au rythme auquel tu avais anticipé, ou s'il correspond moins à tes orientations stratégiques, bien, tu accélères sa sortie. Donc voilà, c'est
j'allais te dire une leçon, le mot est un peu fort, c'est une réalité, elle me paraît normale. Voilà, je ne pense pas que ce soit un crime qu'Angel, à cette époque-là, encore une fois, 2021, ait pris le temps de faire ce deal-là. Je pense que c'est encore moins un crime, ça n'est pas du tout un crime, et d'ailleurs c'est plutôt de la bonne gestion de leur côté d'avoir fait ce qu'ils ont fait. Après, à titre complètement individuel, et voire même émotionnellement, bon, ça a été un été compliqué. Mais est-ce que ils étaient tenus de vous prévenir, par exemple? Est-ce que Non. ça aurait pas été une bonne chose, à minima, qu'ils le fassent et qu'ils vous disent: «Bon, OK les gars, on a, X vélos, on va les vendre». Ça vous aurait peut-être permis de vous préparer, de communiquer ou même peut-être de les aider, en fait? Bon, ça aurait été top, ça aurait été top, parce que, comme tu le sais, il y a eu non seulement l'aspect sur la marque, qui est pas bon, voilà, on va pas tourner autour du pot. Quelqu'un qui a investi 3 000 € dans un vélo 2 ans avant, je parle de 2 ans avant parce qu'évidemment, c'était des vélos de première génération, mais malgré tout, Mmh. ces vélos de première génération, les premiers acquéreurs l'ont pas payé ce prix-là. Donc évidemment, tu te sens potentiellement vexé. Bien qu'on soit pas une marque d'ultra luxe, on est quand même une marque volontairement premium. Donc tu peux te sentir un petit peu piqué là aussi à titre personnel. Et en plus de ça, il y a un aspect plus technique. Mmh. C'est que le maniement d'un stock sur du long terme d'un produit connecté qui embarque de l'énergie, comme notre vélo, et Carrefour n'y est pour rien. Je le précise, je ne rentrerai pas dans les détails, mais d'un point de vue de la tenue logistique, si tu veux, de cette relation et du maintien de ces stocks, le fait est que non seulement le vélo a été bradé, et que certains de ces vélos ont été livrés avec des situations de décharge profonde sans être trop technique. Donc là, c'est double peine. Là, c'est double peine, puisque tu te trouves accusé d'avoir fait l'avant-veille un déstockage et éventuellement d'avoir fait un déstockage sans vérifier que tes batteries tenaient la route. Donc, voilà, double peine. Et bon, comme tu l'as peut-être vu, en général, c'est pas une bonne chose quand tu es critiqué de prendre la parole. J'avais souhaité, voilà, durant l'été, au moins répondre à certains éléments. Je ne sais pas si je le referais, je ne sais pas si ça a été positif, si ça a été vu plutôt comme de l'huile sur le feu, mais le consommateur a toujours raison. À la fin de la journée, pour dormir tranquillement, il faut juste accepter ça. Il faut être content quand il te félicite, il faut accepter quand il te blâme, et puis faire de ton mieux. Donc c'est ce qu'on a fait. C'est ce qu'on a fait. Je te parlais d'un été compliqué. Nous, notre priorité, elle a été basique. La priorité, c'était de se dire, les gens qui, certes, après une très bonne affaire, néanmoins, pour certains d'entre eux, se trouvaient avec des batteries non fonctionnelles, eh ben, on a procédé là aussi, sans compter ni les heures ni les pièces à remplacer. Et aujourd'hui, à nouveau, on a des gens qui sont très contents. Je n'ai pas répondu à ta question. Est-ce que Carrefour était tenu de nous prévenir? Pas du tout. Voilà, pas du tout. Donc, voilà, là, on parle de Carrefour, on pourrait parler d'une autre enseigne, mais en l'occurrence, je pense que Carrefour est extraordinairement professionnel. On a après parlé avec eux. Bon, c'est des gens bien, c'est des gens qui ont un job à faire. C'est la vie. C'est la vie. Si tu me posais la question, est-ce qu'on le referait? Non, on ne le referait pas. Et je pense que ne le referait pas non plus. Et en tout cas, si on avait une discussion, je pense qu'on n'aurait pas terminé le premier café, qu'on arriverait à la conclusion que c'est mieux de ne pas refaire. Oui. Puis surtout quand tu confies ta marque premium à quelqu'un, bon, tu as envie d'être sûr qu'il la maîtrise, qu'il la préserve, qu'il la respecte. À la fois, tu as envie de ça, et d'un autre côté, quand tu décides de ne pas tout faire toi-même, c'est parce que tu penses qu'aller vers des distributeurs va te donner d'autres choses. Alors, ça peut être des motivations financières où le risque est partagé. Dans notre cas, il y a un élément qu'on doit prendre en compte, c'est qu'on vendait des vélos sur le web, c'est plutôt une très bonne chose, mais ne les vendre que sur le web, en revanche, c'est pas une très bonne chose. C'est pas une très bonne chose, il faut les expliquer, il faut les essayer. Et donc, quand tu remets ta marque à quelqu'un d'autre, comme tu dis,
il y a une relation de confiance et des ajustements qui passent par le dialogue, sachant que ce n'est pas le cas partout dans le monde, mais en Europe, les marques ne contrôlent pas. Et c'est plutôt bien comme ça. C'est-à-dire que les prix, la façon dont présenter les choses, c'est le distributeur qui va décider. Et toi, ton job, c'est de communiquer tes préférences, tes guides. Et avant tout, ton job, c'est d'avoir une relation qui est honnête où tu peux dire les choses. Voilà, donc un épisode intéressant. Enfin, toute dernière question là-dessus, c'est comment... parce que j'imagine que... Alors, vous vous êtes renvoyé un petit peu la balle sur la partie gestion du SAV. Comment c'est géré aujourd'hui comment ça a été géré et en fait, qui est responsable et qui paye, en fait, finalement? Alors, je ne sais pas si on s'est vraiment renvoyé la balle parce qu'on gère 100% du SAV et on paye 100% du SAV. Ok. Voilà. Je te la fais très simple. Okay. Je te la fais très simple. C'est pour ça que je reviens sur ce que je te disais. Là, je suis vraiment certain de moi. Pourtant, j'ai travaillé pour des structures plus grosses. Il y a eu une vraie générosité. Il y a eu une abnégation dans les 2 épisodes. Donc, l'épisode du lancement avec un vélo qui n'était pas 100% prêt. Et puis là, l'épisode de l'été où on a décidé de se concentrer exclusivement, et quoi qu'il en coûte, sur le consommateur. C'est ce qu'il faut faire. Voilà, c'est ce qu'il faut faire. Je remercie nos actionnaires, le groupe SEB, et je remercie tous les collaborateurs parce que c'est facile de te le dire maintenant. Après, quand tu es dans l'urgence, il faut réagir vite. Tu as des gens qui t'ont fait l'honneur d'acheter ton vélo. Ils l'ont payé une fraction du prix, mais ce n'est pas eux qui ont fait ça. Eux, leur décision, c'est je vais quand même l'acheter. Il faut aller vite et évidemment que ça n'est pas gratuit, encore une fois, ni d'un point de vue financier, ni en temps. Mais c'était la bonne chose à faire. Voilà, donc contact. Parlons présent et avenir, donc avec cette nouvelle mouture qu'on a ici. Un deal avec Mini qui lui aussi, comme tout le reste, a beaucoup fait parler, encore une fois, parce que la marque est connue, est exposée également. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ce deal? Parce qu'on se pose évidemment plein de questions, sachant que les gens de chez Mini connaissent l'histoire et à titre perso, je pense que comme beaucoup de monde, on a pu être surpris de voir Mini arriver sur le marché de la mobilité, non pas qu'ils s'investissent sur le marché de la mobilité, mais plutôt avec Angel. Sur quels arguments est-ce que vous avez embarqué, si je peux dire, Mini? Quelle est la vision qui a été vendue? Quel est le projet, en fait? Alors, en fait, le projet, il remonte au printemps 2022 avec une réflexion. La réflexion, tu parlais du lancement de la société tout à l'heure, c'est que beaucoup de sociétés et de marques autour de la mobilité urbaine avaient tendance à déclarer dans leur mission ou dans leur vision, nous, notre job, c'est de sortir les autos et les motos des centres urbains. À titre personnel, ça me paraissait un petit peu présomptueux quand même, que des sociétés à notre taille ou à la taille du dessus ou même à 2 tailles au-dessus allaient sortir les géants de la mobilité des centres-villes. Présomptueux parce que ce sont des sociétés historiques, qui sont grosses, qui sont technologiquement et financièrement riches, mais également parce que ce sont des sociétés qui, en général, ont 1 ou 2 coups d'avance. Et j'en viens au deuxième point, des sociétés qui, pour certaines d'entre elles, pas toutes, avaient une vision qui dépassait largement l'automobile. Pour le coup, la vision et la mission de la plupart des groupes automobiles aujourd'hui n'est pas nécessairement de vendre des autos, c'est de déplacer les gens d'un point A à un point B, souvent avec des automobiles, mais pas exclusivement. Donc ça me paraissait pas judicieux, si tu veux, de déclarer ces choses-là.
à un moment en plus où certains de ces groupes, en auto et en moto, commençaient non seulement à s'intéresser à la mobilité douce, mais à investir. Alors, avec différentes formes. Certains prenaient des participations financières dans des sociétés d'équipement vélo, d'autres dans des sociétés de software vélo, d'autres éventuellement collaboraient, mais il y avait quelque chose qui frémissait. Et puis, le troisième élément, ça a été de se dire, je t'en parlais tout à l'heure, nous on pense qu'on a un super produit pour un type d'usage, mais le vélo en général, quelle que soit la marque ou le type de vélo, c'est un super outil de mobilité pour un type de mobilité. Traverser l'Europe avec 3 enfants, il faut un peu de temps. Il ne faut pas qu'ils tombent malades. Il ne faut pas avoir emporté des choses. Donc, on avait quand même l'impression, mais c'est une évidence, que la mobilité, elle est multimode. Et de temps à autre, en vélo, c'est le bon choix. Et puis de temps à autre, il vaut mieux marcher. Et puis de temps à autre, il faut autre chose. Donc, en prenant ces 3 facteurs, si tu veux, on s'est dit, prenons le temps d'aller leur parler à certains d'entre eux pour vérifier. Peut-être qu'on se trompe complètement et peut-être pas. On a parlé à 5 ou 6 acteurs, auto et moto, et on a plutôt été confortés dans ce que je te dis là. Constructeurs auto et moto. Ouais. Vous êtes allé les voir et vous leur avez... Oui, on a pris date en disant voilà, on a l'impression que dans ce marché-là, vous nous donnez une impression d'être plus progressif que certains de vos confrères. Ça a été des discussions assez chouettes et BMW était en très bonne place dans cette petite liste, si tu veux, parce que BMW a été plusieurs fois pionnier. Le groupe a été pionnier de la mobilité non automobile. C'est pas seulement, et ça n'a pas été en premier lieu une marque d'auto. Il y a eu les motos, il y a eu l'aviation évidemment. Puis il y a eu des vélos aussi. Exactement. Et ça a été également un pionnier sur l'électrique. Sur l'électrique, puisque c'est vrai qu'on a souvent coutume de penser que la naissance de BMW électrique, c'est quand ils commencent avec les i3 et les BMW i, mais leur première voiture full électrique, c'est pour les JO de Munich en 72. Donc, il y a quand même, si tu veux, il y a de l'histoire. Et après, pour les connaître un petit peu de l'extérieur, bien sûr, je voyais qu'ils étaient sortis de la Formule 1, qu'ils avaient commencé à investir sur la voile, par exemple. Et donc, tu vois, de l'extérieur, tu te dis, ça c'est des gens qui doivent être intéressants. Il y a aussi l'hydrogène. Et en fait, lors de ces discussions, c'est la deuxième fois où je te parle de chance, mais il en faut toujours. Ils nous ont dit, écoutez, vous êtes un petit peu en retard, mais vous n'êtes pas hors sujet, puisqu'on a, nous, un agenda important sur les 3 marques du groupe, qui chacune doivent s'engager, évidemment, à la décarbonisation, j'allais dire à l'électrification, mais je pense que ça va plus loin dans leur idée. Il y aura peut-être d'autres énergies demain. Et également, doivent s'engager à faire autre chose que des autos. Donc, pour Rolls-Royce et BMW, il y avait un coup d'avance avec d'autres choses que de l'automobile. Pour Mini, ce n'était pas encore le cas. Et donc, on est arrivé tard, mais pas trop tard, pour participer en fait à un appel d'offres, si tu veux, que le groupe faisait, pour trouver un partenaire qui épaulerait Mini pour la micromobilité, et en l'occurrence des vélos. Et on a eu l'honneur et la chance de l'emporter. Ça a pris du temps, puisque je te parlais du printemps 2022. Alors ça a pris du temps. Ceci dit, à leur échelle, je suis surpris que ça n'en ait pas pris plus. Puisque les discussions, c'est avril-mai 2022, et on signe un contrat en toute fin d'année 2022. Pour une société sensiblement plus large que la nôtre, plus grande que la nôtre, comme tu le sais. Et donc voilà, l'idée du deal, eh bien, c'est qu'au moins sur les 5 prochaines années, on épaulera le groupe BMW pour dessiner, développer, fabriquer et commercialiser les vélos électriques et ou connectés Mini dans le monde entier. Donc voilà l'idée. On est incroyablement flatté d'un côté, on est incroyablement humble de l'autre, parce que, comme tu le disais, ça a pu surprendre, et j'imagine que tu faisais allusion à la différence de taille, entre autres. Surtout
au passif, en fait? Alors, au passif, là aussi, il faudrait que tu prennes le temps de leur parler parce que ça n'engage que moi, ce que je vais te dire, mais je pense que ça aurait été plus compliqué pour une marque ne venant pas de la mobilité. Euh, il y a des industries, j'en ai pratiqué certaines, où la norme, c'est qu'il n'y ait jamais de problème. La mobilité, c'est compliqué. L'électrification de la mobilité, même pour des grands groupes, c'est compliqué. Quelles que soient tes ressources, de temps, d'argent, d'équipe, c'est compliqué. Donc, on a évidemment rien caché à BMW et au groupe. On a tellement rien caché d'ailleurs, et je pense que ça nous a plutôt été bénéfique qu'on leur a montré dès le début nos usines, en l'occurrence l'usine de Seb, nos processus de développement. On leur a partagé ce qui était bien sur le vélo. On a eu, je te parlais de chance, je pense la chance d'avoir un programme, une marque et un produit qui soit pas très loin de la promesse initiale Mini. T'es pas très lourd, t'es agile, t'es vif. Donc ça a joué plutôt pour nous. Mais je pense que c'est des gens qui, en tout cas dans les questions qu'ils nous posaient durant le pitch, tu fais affaire à des gens qui connaissent les enjeux, mais aussi les difficultés de la mobilité. Et bon, on a choisi, mais de toute façon, on n'avait pas le choix d'être le plus transparent possible. Tu vois, je me rappelle de questions. Je ne peux pas te dire si c'était une question piège ou une question test qu'ils posaient à tout le monde, mais en tout cas, nous, ils nous l'ont posé. Vous êtes aujourd'hui une marque européenne. Combien de temps il vous faudrait pour ouvrir les États-Unis? Bon, je te dis question test parce que évidemment que tu as envie d'avoir ce deal et il y a un aspect de toi qui peut, si tu ne fais pas attention, qui peut te donner envie de dire semaine prochaine ou non. C'est pas la bonne chose. Est-ce que Marc était là pendant la question? Est-ce que Marc était là? Je sais pas, mais non, je pense pas. Mais je suis à peu près sûr qu'il aurait dit la même chose que ce que je leur ai dit. C'est bah écoutez, non, ouvrir les États-Unis, on fera pas avant 2026, peut-être même un peu plus tard, parce que il faut des ressources, il faut une structure légale, il faut être musclé par rapport à un environnement consommateur différent. Voilà, donc ça nous a aidés. Et je pense, je reviens à ce que tu me demandais sur Seb. On s'est posé la question. Lorsqu'on était peut-être à mi-chemin dans cette négociation. Ils devaient venir nous voir. Et bon, ils avaient une journée, ce qui était déjà beaucoup. Et on s'est dit, où est-ce qu'on les reçoit? Est-ce qu'on les reçoit chez nous? Et on s'est dit, en fin de compte, les amener dans nos bureaux, qu'est-ce qu'ils vont voir qui peut les intéresser pour une décision? Pas grand-chose. Et donc, on a pris le parti de les amener à l'usine. Et je pense que c'était intéressant parce que c'est des gens qui... le W dans BMW, c'est Werke, c'est l'usine. C'est des gens, bien sûr, on connaît l'aspect design, l'aspect performance, le marketing incroyable, la distribution. Mais c'est des gens qui fabriquent. Et donc, voilà, on a choisi d'être carte sur table. On a une chance incroyable, c'est que malgré la différence de taille dont je te parlais, ils ne nous imposent jamais leur taille. Ils nous aident avec leur taille. Ils ne nous l'imposent jamais. Ça fait bientôt 1 an qu'on a signé ce contrat. On a passé, tu imagines qu'à la taille de la société, ça a été un rythme de travail important. En plus, c'est greffé l'été dont on parlait il y a 10 minutes et la levée de fonds. Donc, on a été occupés. Et ce serait assez facile pour eux, ce serait naturel pour eux, en fait, de nous étouffer, sans le vouloir, mais juste parce que toi, tu es 3 personnes chez Angel à recevoir les emails le matin. Et il y en a 20 000 qui peuvent t'écrire de l'autre côté. Et on a vraiment de la chance parce qu'ils ont une telle passion, je pense, pour la mobilité et pour l'entrepreneuriat que leur taille nous aide et ne nous écrase pas. Donc, jusqu'à présent, c'est super chouette. Et je les remercie d'ailleurs. Ils nous aident à grandir. C'est ce qui est intéressant, c'est que... On a l'impression dans ce que tu dis que finalement les erreurs du passé et toutes les difficultés que vous avez rencontrées, finalement, si on se place un petit peu sur l'entrepreneuriat à l'américaine, bah, vous avez finalement échoué.
il y a plein de trucs qui auraient pu être faits différemment, mais du coup, ça vous a servi d'expérience, d'apprentissage qui font que peut-être aujourd'hui, Mini vous a choisi pour la qualité de l'expérience que vous avez eue par rapport aux autres, quoi. C'est-à-dire que votre capacité finalement à régler des problèmes et trouver des solutions. Je pense que ça, on le fait bien. Ça, on le fait bien. Après, on n'a pas d'appétit sadomasochiste. Hein. Il y a eu des difficultés, mais on a su, sur les deux dont on parlait tout à l'heure, de pic, se mettre en capacité, faire des choix, des choix marqués. Parce qu'évidemment, quand tu dis on va être tous sur le pont pour réparer ce point-là, tu ne fais pas le reste pendant un moment donné. Donc ça, je pense qu'on a été capable de le faire. Et après, c'est un petit peu ce que je te disais au début, tu sais, quand tu me disais, est-ce qu'il aurait fallu attendre 6 mois de plus? C'est évident que ça aurait été bien qu'on ait 3 mois de plus, mais d'un autre côté, si on s'était dit, on ne livre pas le premier vélo, avant d'en avoir 15 qui ont fait 30 000 km sans un court-circuit, sans un problème électro, potentiellement, tu prends un risque encore plus grand, c'est qu'il te faut 10 ans et quand tu livres, tu es obsolète. Et ça, je suis assez sûr, hein, et j'espère que c'est à peu près ce que je t'ai dit au début, si moi j'avais été là, à l'époque, quand tu es dans l'action, je ne pense pas que j'aurais eu le recul, le savoir, l'intelligence de dire voilà, le bon moment, ce sera dans 2 semaines et demie. C'est facile aujourd'hui, je pourrais te dire ça, mais ce ne serait pas juste. Ce serait pas juste. Donc, ce qui est sûr, c'est qu'en 3 ans, on a emmagasiné quand même une expérience importante. De temps à autre, à la dure. Mais je pense qu'on est armé désormais pour avoir beaucoup plus de recul sur les décisions, qu'elles soient commerciales, de produits, et aussi sur la façon de dire les choses. Et alors, c'est vrai qu'on a l'impression, en tout cas, c'est le discours et ce qu'on comprend un peu, qu'aujourd'hui, vous avez beaucoup appris de vos erreurs, de ce qu'on considère en tout cas comme des erreurs, avec des produits qui sont, comme tu le disais, plus réfléchis, tournés vers l'utilisateur, avec notamment des roues en 27.5, avec des garde-boue d'origine, avec différentes choses. Comment le vélo va... Comment vous allez faire évoluer ce vélo ou ces vélos, puisque également on comprend que Mini potentiellement peut avoir un vélo à eux qui est dédié. Bien sûr. Aujourd'hui, c'est la même plateforme. Oui. Mais donc, comment va évoluer cette offre en termes de produits pour répondre justement à tous ces besoins? Alors, à court terme, bon, on est sur une industrie, je ne la qualifierais pas d'industrie lourde, mais on ne fabrique pas des t-shirts. Il y a des rythmes de développement qui sont importants, on va dire, entre 18 et 40 mois, je pense, selon ton niveau d'ambition technologique. Donc aujourd'hui, on reste sur la plateforme qui est celle que tu connais, et en l'occurrence, le cadre, même s'il a beaucoup progressé à la marge sur ses procédés de collage, ses procédés de peinture, son assemblage, c'est le cadre initial. Donc le cadre d'un programme qu'on appelle Rapide. Ce qui a évolué à l'heure où on se parle, en l'occurrence pour le vélo Mini, qui est on va dire la version la plus avancée de ce programme-là, c'est tout le reste. Ça veut dire la batterie et ses cellules, la connectique avec le connecteur, le contrôleur moteur, la géométrie malgré tout, tu parlais des diamètres de roues, pour apporter plus de confort, évidemment les jantes, et puis l'équipement, alors la géométrie, j'ai oublié évidemment la position, mais l'équipement, ouais, tu parlais des garde-boue, tu parlais des garde-chaînes, béquilles, des choses sur lesquelles on a fait l'impasse au début. Alors le vélo était certes magnifique, livré complètement nu, mais c'est un outil. C'est pas juste une œuvre d'art, un vélo. Il faut que ça puisse fonctionner. Donc voilà, ça c'est l'évolution principale. Évidemment, les évolutions les plus marquées, les plus fréquentes, elles ont été sur la partie software, connectique et applications mobiles, puisque là, si les choses ne sont pas plus simples, tu peux être sur des sprints de développement plus rapides. On a notre propre équipe et on a bien avancé là-dessus. Ce vélo-là, il va continuer d'exister et il va continuer d'évoluer. Mais la modification la plus marquante, c'est ce que je te disais tout à l'heure, c'est que plutôt que d'en parler en disant
Angel, c'est ce vélo, il n'y a rien d'autre autour. Non, il a un rôle à jouer. C'est le micro-commuting, sans avoir des gros cargos à porter sur des villes plutôt planes. Voilà, c'est le programme de ce vélo. Et dans ce programme-là, il continuera d'évoluer. Et après, ce qui va se passer, et j'espère que tu m'excuseras, je ne peux pas être très concret là-dessus, mais ce qui va se passer, c'est qu'on va se fixer une limite. Notre terrain de jeu, c'est l'urbain. Donc, on ne fera pas de VTT, on ne fera pas de vélo sportif. Et crois-moi, le cœur est pourtant là, mais il faut savoir fixer cette limite-là. Mais en revanche, dans le vélo urbain, on s'autorise de considérer tous les sous-marchés. Tous les sous-marchés, en n'oubliant jamais ce qui fait la marque, puisque en fait, ce que je te dis là, c'est qu'il y a encore un an, pour définir Angel, je t'aurais montré le vélo. Aujourd'hui, non, on ne fait pas ça. Angel, c'est 4 choses. C'est l'agilité, c'est-à-dire qu'il faut que ce soit vif. C'est l'intelligence augmentée, principalement digitale, mais pas que. C'est le design, mais on rajoute l'artisanat et le craft là-dessus. C'est-à-dire que le design, c'est pas seulement être joli, il faut être capable d'expliquer les choix et les réaliser correctement d'un point de vue industriel. Et le dernier point, c'est la sécurité, qui a toujours été là. Tu vois, c'est intéressant parce que, comme je te le disais, le projet est né d'une intuition. Et tu peux faire des erreurs quand tu es basé sur une intuition. Mais les intuitions étaient quand même assez bonnes. Je pense qu'au début, il y avait eu quand même une étude, une prise de conscience. Quand tu parles à des gens qui ne roulent pas à vélo, les 2 réponses qui venaient souvent, c'était j'ai peur de tomber et de me faire mal, et j'ai peur qu'on me le vole. Voilà, donc ces 4 points, ça va être le filtre, si tu veux, de toutes les idées. Mais il n'y aura pas de tabou. On mettra dans ce filtre-là tous les segments de marché, tant que ça reste dans l'urbain. Et puis pour le reste, on roulera ailleurs. Donc est-ce que ça veut dire qu'on va voir des vélos Angel Mini Clubman Longtail ou Cargo ? Ça veut en tout cas dire que là où il y a un an, je t'aurais sans doute dit, mais jamais de la vie, Angel, c'est ça. Là, absolument, en planification, on regarde tout ce qui se fait, les très gros, les très petits, et on se pose la question, une question économique évidemment, est-ce qu'il y a une taille de marché intéressante? Une question consommateur, est-ce que les consommateurs sont prêts à voir Angel arriver sur ce marché-là? Une question technique, est-ce qu'on peut apporter des choses? Parce que on parlait d'humilité tout à l'heure, on a certes, nous, une vocation à innover, mais ça ne doit pas t'empêcher de dire qu'il y a des segments, beaucoup, où il y a des gens compétents. Des gens compétents. Tu vois, de temps à autre, tu dis je vais innover parce que j'arrive sur un marché où ce que je veux faire n'existe pas. Ce n'est pas notre cas. Nous, on est sur un marché qui est plus que centenaire, et on veut apporter des aspérités et apporter un point de vue, mais il y a des gens qui font du bon boulot à côté. Donc voilà, on aura en tout cas zéro tabou sur les segments. Pourtant, ce serait logique de continuer à être disruptif sur ces segments de marché-là. On va l'être. On va l'être, encore une fois. L'innovation, c'est vraiment au cœur de ce marché pour nous, pour Angel, et c'est primordial parce que les concurrents sont suffisamment bons pour qu'exister ne suffise pas. Et même si on existait avec seulement certains des 4 piliers que je te disais, je pense que ce serait trop court. Il y a des vélos performants, il y a des vélos qui sont beaux, il y a des marques qui sont belles. Si tu veux sortir ton épingle du jeu et si tu veux résoudre l'équation financière et économique et avoir du succès, il faut innover. En revanche, innover ne veut pas dire révolutionner tout. Et voilà, là c'est un élément, je pense, choisir ses batailles, c'est important. Également d'un point de vue de la clarté de l'offre et de la clarté vis-à-vis des consommateurs, être capable de dire, voilà, sur ce segment, la raison d'innovation, c'est celle-ci. Et accepter s'il y a une solution ad hoc qui fonctionne, même si tout le monde l'utilise de temps à autre, il faut la prendre. Est-ce que ça veut dire que on va voir à l'avenir un design qui est peut-être un peu moins, encore une fois, disruptif? Est-ce que ce design de Horaito, finalement, vous allez peut-être passer à autre chose? Je crois que vous allez recruter peut-être un lead designer, c'est ce que j'ai vu passer. Oui, tout à fait. Pour autant, j'ai été surpris de voir que
je suis allé un peu loin, mais dans la fiche de poste, il n'y avait pas d'expérience vélo requise. Est-ce que c'est, encore une fois, est-ce que c'est un parti pris? Est-ce que vous voulez vous ouvrir vers d'autres univers? C'est quoi l'idée? C'est une bonne question. Alors, il y a plusieurs questions. La première, est-ce qu'on va changer de signature formelle? Non. Non. Les prochains vélos qui viendront épauler ceci doivent passer le test. Il n'y en a qu'un en fait. Hein. Tu enlèves ton logo, tu prends tous tes produits de la même couleur. Il faut que des consommateurs qui ne connaissent pas ta marque te disent c'est la même marque. Voilà. Ce test-là, il est important. Et là, on part avec j'allais dire un coup d'avance. Non, c'est trop dire. Mais on part avec quelque chose qui est chouette parce qu'on a un vélo qui est plutôt unanimement vu comme esthétiquement beau et qu'on arrive à coder. À coder, c'est-à-dire la religion design d'Angel, elle est expliquée et on l'a déchiffrée et on veut la conserver. Alors, je vais pas te la détailler. La batterie non, alors ça c'est pas dedans. Non, ça c'est pas dedans. C'est le fait que le vélo a une simplicité, donc les formes sont intégrées. Le fait qu'il est ni géométrique ni organique, c'est plutôt des formes géométriques, mais avec des angles arrondis. Donc il y a cet aspect caron, si j'invente un mot. Le fait qu'en craftsmanship, c'est-à-dire en finition du design, parce que le dessin en 2D, c'est toujours très beau. Mais après, en objet, il peut se passer beaucoup de choses. Nous, on a un parti pris qu'on va conserver, qui est de finir les objets. Voilà. On a un vélo aujourd'hui où il n'y a pas une soudure. Ça coûte encore une fois du temps, de l'argent, mais ça a des bénéfices. On va conserver tout ça. Simplement, appliquer cette règle-là ou ces règles-là à des briefs produits très différents, ça donnera un air de famille qu'on veut conserver, mais pas des frères jumeaux. Pas des frères jumeaux. Donc, je ne sais pas si je peux citer des exemples. Il y en a plein dans l'industrie, il y en a plein dans l'automobile, il y en a plein dans l'électronique. Voilà, je regarde les boîtiers que tu utilises. Le RX100, leur compact, c'est un produit complètement différent, mais tu reconnais la signature Sony. Les angles sont bruts, ils ne sont pas arrondis. On laisse le métal apparent. Voilà, cette signature-là, c'est ce qu'on va vouloir faire. Mais tu verras des différences extrêmement marquées parce que les cahiers des charges seront très différents. Voilà, donc ça c'est par rapport au postulat. Et ensuite, tu parlais du poste. Alors ça aussi, c'est un choix. Il y a des choses très importantes. Tu l'auras vu sur ce job-là et sur d'autres jobs ouverts. L'innovation, c'est important. Pour le design, la compréhension de la partie style, c'est-à-dire ce que les yeux vont voir et ce que les doigts vont pouvoir toucher, elle est importante. Mais la partie technologique, elle est tout aussi importante. Je reviens sur ce qu'on disait, c'est des objets fonctionnels et c'est ce qu'il y a de super chouette, je pense, sur ce marché-là. C'est pas juste une œuvre d'art. Alors, on serait super content si les gens le laissaient trôner sur un salon. Mais avant tout, il faut que ça roule et que ça roule bien. Donc cet aspect fonctionnel, il est critique. Pourquoi on n'a pas souhaité exclusivement parler à des gens du vélo? Parce que c'est un milieu tellement compétent que si tu ne parles à des gens qui n'ont fait que ça, il est possible que tu aies du mal à innover. Donc toute la difficulté sur la plupart des rôles, c'est de trouver des collaboratrices et des collaborateurs qui connaissent suffisamment des règles d'or de l'industrie du vélo pour ne pas faire d'erreur, pour ne pas mélanger l'innovation avec la vanité, mais d'un autre côté, qui est suffisamment fait d'autres choses pour te faire réfléchir en dehors de la boîte. Parce qu'on est jeune, on est petit, et que si Angel fait la même chose que les marques qui sont là depuis 50 ans, je ne vois pas pourquoi les gens nous choisiraient. Tu vois, si tu veux quelque chose d'éprouvé, prends une marque qui l'est tout autant. Donc voilà, j'espère que j'ai été à peu près clair sur cette question, mais voilà bien sûr. Non, mais ce qu'on comprend, c'est que l'idée, c'est quand même toujours de continuer à se placer dans une optique de disruption, tout en essayant de s'adapter quand même au marché, aux contraintes, etc. Mais c'est un parti pris, encore une fois. Écoute, c'est très bien résumé. Innovation, mais innovation justifiée. Voilà, l'innovation gratuite où je vais faire un vélo à 5 roues parce que personne ne le fait, peut-être qu'il y a une bonne raison.
pour que personne ne le fasse. Donc ça, on ne fera pas. C'est vraiment, on part de besoins consommateurs, on passe les segments au filtre de ce qui définit Angel et on choisit les batailles pour l'innovation. Et ça nous permettra donc d'être encore plus innovants, je pense, mais sur les zones où on fera une différence. Donc, ce qu'on comprend dans ce que tu dis aussi, c'est que l'idée, c'était aussi d'écouter un peu plus le consommateur, évidemment d'amener des idées disruptives, mais quand même qui répondent à des besoins concrets de la part des utilisateurs. Je pense que vous avez suffisamment entendu les critiques sur les roues de 29 pouces pour maintenant faire des roues en 27,5, des cadres qui sont plus accessibles aussi en termes de taille. Tu m'as également dit, enfin, c'est pas que toi, mais que la distribution aussi, elle a évolué vers un modèle qui intègre plus de distribution physique, donc des revendeurs pour apporter plus de services. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ça et puis d'autres éléments que vous avez appris en écoutant justement le consommateur? Bien sûr. Alors, si je commence par la fin, effectivement, en distribution, on en parlait un petit peu. Nous, on a lancé la marque en ne distribuant les produits, en tout cas le parti pris initial, c'était de les distribuer uniquement en ligne, et en l'occurrence en ligne sur notre propre point de vente digital. Euh, c'est plutôt une très bonne chose, comme je te disais tout à l'heure, que de continuer à le faire. On a d'ailleurs investi cette année sur l'outil digital, mais on a pris la mesure de plusieurs éléments. Le premier, c'est qu'on a un produit qui est complexe, qui est technologique. On a un produit également sur un domaine, la mobilité, où les gens souhaitent essayer avant de se positionner, et à mon sens, ils ont plutôt raison. Et un troisième élément qui est propre à Angel, même si on n'est pas les seuls, c'est qu'une partie importante des vélos qu'on a livrés jusqu'à présent ont été livrés à des gens qui sont des primo-accédants. Donc, une différence quand même importante, si je devais nous comparer à une marque dont on parlait tout à l'heure et pour qui j'ai le plus grand respect, une marque allemande pionnière en direct to consumer, tous nos consommateurs ne sont pas des experts vélo et donc ont potentiellement encore plus besoin de conseils et de conseils objectifs, parce que s'ils viennent nous voir, on va leur dire qu'on pense avoir le meilleur choix, le meilleur produit. Ils vont aller voir nos concurrents, ils attendront sans doute la même chose. Donc à un moment donné, ces consommateurs-là, qui sont devant un investissement important, ont envie d'être conseillés par quelqu'un qui sera neutre et qui aura potentiellement plusieurs marques à proposer. Alors, c'est évidemment, j'allais dire en partie pris, il faut une confiance pour ça, parce qu'évidemment, ça veut dire que tu dois t'exposer à ne pas toujours être la marque recommandée. C'est la règle du jeu. Bien sûr. Tu arrives chez un multimarque, ils font très bien leur boulot, ils vont sans doute d'abord commencer à comprendre les besoins du consommateur, de temps à autre dire par rapport à ce que vous me dites, prenez plutôt un Angel, et de temps à autre dire non, prenez ça. Donc ça, tu dois l'accepter, mais en tout cas, on est persuadé que c'est important pour nous d'avoir ce point de vue et d'ouvrir une relation avec les distributeurs, les vélocistes en l'occurrence, c'est de dont on parle. Même si le moment est particulier, très particulier. C'est pas des choses qui m'ont nécessairement dit, mais le parti pris initial de ne pas passer par eux a pu être perçu comme leur manquer de respect. Ce qui s'est passé durant l'été, c'est pour ça que je te disais qu'il m'a fallu du temps pour comprendre. Mais si je me mets à leur place, ça veut dire qu'au moment où on commençait, nous, à les voir pour parler du futur, ils ont pensé que potentiellement, dans le même timing, on déstockait des vélos. Oui. Donc là, si je me mets à leur place, tu n'as pas nécessairement envie de donner suite. Et donc, on a choisi d'ailleurs de donner du temps au temps et de laisser un petit peu les cendres retomber. Mais je reviens sur le plus important, c'est un élément très important de l'écosystème. Si je compare ça au sport, un marché que je connais bien, je comparerais vraiment ça soit au ski, soit au tennis, où ton détaillant local, c'est pas seulement le magasin qui va te vendre ton produit, c'est également le magasin qui va te conseiller en amont et opérer le service. C'est-à-dire que tu achètes un t-shirt ou un short pour aller faire du running ou du trail, peu importe, c'est un choix important.
mais il n'y a pas de service. Tu ne vas pas revenir au magasin pour le régler. Tes fixations en ski, ton cordage en tennis, ta position en vélo, tu vas avoir besoin de le faire, tu vas avoir envie de le faire. Et cette relation de confiance, elle est donc pas seulement entre toi et ta marque, elle est également entre toi et ton vélociste, ton détaillant. Donc voilà, on s'y prend peut-être tard, on s'y prend peut-être à un moment où la dernière chose dont les vélocistes ont besoin, c'est une nouvelle marque. On s'y prend peut-être après un lancement où on a pu être compris comme distant de cette communauté. Néanmoins, voilà, je suis absolument persuadé qu'on en bénéficierait. J'espère qu'ils viseront la même chose, en tout cas de notre côté. Voilà, ce sera un élément important sur les années à venir que de nouer une relation avec certains d'entre eux. On visera certainement pas d'avoir des centaines de détaillants, mais pour être très clair, on va avoir dès la fin de cette année une grosse cinquantaine de points de vente en France sur différents créneaux, donc une couverture assez bonne des grandes villes, grandes et moyennes. Et on aimerait sur ces villes-là avoir également un partenaire vélociste par rapport au conseil, mais également par rapport à l'aspect service dont on parlait qui est primordial. Et alors, j'imagine qu'en tant que marque premium, vous allez chercher une homogénéité aussi dans les points de vente qui vont distribuer la marque, et notamment également avec les gens de chez Mini. Aujourd'hui, le métier des concessionnaires Mini, là où seront vendus les vélos, c'est de vendre des voitures. Comment est-ce que vous pensez aborder justement le côté formation, accompagnement de gens qui aujourd'hui vont faire du vélo vont vendre du vélo comme un accessoire potentiellement en marge d'un produit numéro un qui est la voiture? Là où, par exemple, on a des fabricants de motos, typiquement Yamaha, Ducati, qui vendent des vélos en concession, où il y a plus un ADN qui est un peu proche. Mais pour autant, les gens qui vont les vendre sont potentiellement plus proches de l'ADN vélo, quand je parle de la moto, que des gens de chez Mini qui sont habitués à vendre des voitures. Même si, encore une fois, on est sur un autre segment de mobilité. Comment vous accompagnez justement ces concessionnaires? Comment vous les formez pour vendre, mais aussi répondre aux objections, assurer le service après-vente, le service client? Comment ça se passe, cette expérience? Alors, bon, la façon la plus concrète de répondre à ta question, c'est que au mois de janvier, donc très bientôt, on va procéder à plusieurs phases de formation du personnel Mini. On le fait déjà pour d'autres détaillants, les grands magasins par exemple, dans lesquels on était présent sur certaines grandes villes. Donc ça c'est ce qu'on va faire directement auprès des détaillants qui seront partenaires sur l'opération vélo. C'est évidemment à leur discrétion de l'être ou pas. Et je suis assez confiant sur le fait que ce soit des gens qui soient rompus à la fois aux formations et à la vente de produits techniques. On va faire une deuxième chose, c'est les épauler dans les stratégies de test pour que les vélos Mini, tu pourras réserver un test Mini, vélo Mini sur notre site web ou également en concession pour pouvoir le tester soit en concession, soit en dehors, épaulé par nous. Et après, l'aspect marque dont tu parlais, alors certes, ce n'est pas leur cœur de métier actuel, mais je reviens à ce que je te disais en disant qu'on a eu de la chance de pouvoir avoir cette relation avec ce groupe en particulier. Parce que néanmoins, c'est un groupe qui a déjà prouvé savoir vendre autre chose que des voitures, en l'occurrence des deux roues pour BMW depuis assez longtemps, mais également un groupe qui a démontré, peut-être plus et mieux que les autres, être capable de pivoter plus rapidement sur des nouvelles technologies ou des nouveaux produits. J'ai deux exemples en tête. L'électrification des deux roues avec les C01, C04 chez BMW, qui est quand même un marché assez sensiblement différent que les gros cylindrés moto thermiques. Et qui sont vendus quand même, pardon, mais dans des points de vente deux roues. Tu as raison. Alors, tu as raison, mais j'allais y venir. Les points de vente peuvent être séparés, mais
les entrepreneurs et les investisseurs derrière ces concessions sont souvent les mêmes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le profil type d'un concessionnaire, d'un propriétaire d'entreprise, hein, puisque ce sont des entrepreneurs individuels ou des groupes d'entrepreneurs, ils sont très souvent multimarques et multi-concessions. Donc, ils peuvent tout à fait avoir un point de vente exclusivement BMW, exclusivement Mini, peut-être d'autres marques à côté, du Motorrad à côté, voire pour certains d'entre eux, j'ai plus en tête les villes, mais certains des concessionnaires Mini aujourd'hui, par ailleurs, sont vélocistes. Donc, je suis quand même assez confiant qu'on parte d'un bon esprit. Et le deuxième exemple que j'avais en tête, il est un petit peu spécifique, mais tu te rappelles sans doute, il y a une dizaine d'années, je pense maintenant, quand Motorrad a ouvert un segment d'hyper-sportive, qui est très différent de l'image qu'il y avait à l'époque. La S1000 RR. Exactement, exactement. Et je me rappelle avoir discuté avec des concessionnaires Motorrad et en fait, ils te disaient oui, c'est très différent, mais on est prêt. Et ils avaient quand même plutôt bien géré la chose en formation. Et aujourd'hui, on n'en parle plus du tout. Donc, je pense que ça va être une découverte respective. On va faire donc ce que je te disais, les formations, l'assistance. Ça reste quand même un véhicule. Donc, on est quand même assez confiant et assez rassuré. On a eu un pilote en 2023. On a réellement surtout ouvert le marché français. Pour remercier les gens de BMW France qui sont fantastiques, qui nous ont ouvert les portes, donné les codes de comment les choses doivent se passer, présenter des gens de grande valeur vraiment dans le réseau. Tu imagines bien qu'on a forcé la main à personne parce qu'encore une fois, il y a des appétits différents sur ce marché-là qui dépendent des femmes et des hommes derrière les concessions et puis aussi de leurs zones urbaines. Certains concessionnaires se prêteront plus que d'autres à ça. Et puis on déploiera en 2024, mais je pense qu'on sera prêt et en grande partie grâce à eux. Donc moi, par exemple, si je vais acheter un vélo Mini en concession, si je crève, si j'ai un problème de chaîne, de moteur ou quoi ou qu'est-ce, je retourne chez mon concessionnaire Mini et il sera formé pour changer ma chambre à air. Alors, tu auras plusieurs choix. Il ne sera pas formé à changer ta chambre à air. Vraisemblablement, il saura le faire. Et d'ailleurs, vraisemblablement, tu ne crèveras pas. Mais c'est la bonne question. C'est la bonne question. On a plusieurs niveaux d'assistance. Avant tout, on aura une assistance en direct qu'on crée nous chez Angel, mais qui sera au nom de Mini. Donc, en l'occurrence, un site web dédié à Mini en assistance et un numéro vert dédié à Mini pour l'Europe, pour commencer. Donc, si tu arrivais avec un problème éventuel sur ton concessionnaire Mini, de deux choses l'une, soit il s'aperçoit que tu as un pneu à plat, et il t'assistera évidemment pour ça, soit si c'est quelque chose de plus complexe, la recommandation, c'est qu'il prendra date avec nous via ce numéro vert ou via un intranet qui sera dédié. Et ensuite, on pourra faire plusieurs choses, mais c'est ce qu'on fait déjà aujourd'hui. On a un réseau de réparateurs agréés, individuels et dédiés à la marque, régionalement, donc qui pourront se déplacer. Pas de bois à toucher autour de moi, mais comme je te le disais, on a des vélos aujourd'hui qui sont, à mon sens, parfaitement fiabilisés, mais à supposer que tu as un problème majeur. Dans ce cas-là, on a, comme tu le sais, notre propre centre de réparation, en l'occurrence en banlieue parisienne, à Saint-Ouen. Et tout comme BMW le fait pour les pannes, elles aussi majeures, eh bien, on rapatrierait. Mais très vraisemblablement, ça se passerait soit localement, soit régionalement. Donc tu as ce réseau de réparateurs que je pourrais contacter. Je vais pouvoir réserver un essai donc en concession ou peut-être en magasin. Est-ce que tu prévois par exemple une sorte de leasing ? Est-ce que ça fait partie des options, comme fait Toyota notamment avec le cargo de chez 12 ? De chez 12. Écoute, on a aujourd'hui des solutions de financement plutôt pour l'axe B2B, donc la vente aux entreprises. C'est un marché qui est en pleine expansion pour l'auto et la moto.
comme tu le sais. Et on va aussi là s'inspirer de ce que fait BMW et comprendre ce que tu peux faire sur le domaine vélo. Il y a des différences, malgré tout, entre le financement d'une automobile, surtout d'une auto, et d'un vélo, notamment en termes de valeur résiduelle, donc des choses où le décor est moins planté d'un point de vue financier. Mais on a déjà donc des solutions de financement vers les entreprises et à terme, à court terme, on aura aussi des solutions consommateurs qu'on viendra proposer. Ok. Eh bien, j'ai l'impression qu'on a fait un bon petit tour. Est-ce qu'il y a des choses peut-être que j'ai... des sujets qu'on n'a pas abordés, dont tu voulais parler? Alors, on est quand même un peu plus d'une heure Écoute, 45. non, j'ai l'impression, je me tourne également vers Simon, mais j'ai l'impression Non, qu'on a fait un bon tour. Voilà, tu as touché les points clés. Non, peut-être le seul truc, mais tu l'auras bien compris, et je pense que c'est ton cas aussi, on a de la chance. C'est quand même un marché, un segment qui est extrêmement intéressant, je trouve. Il mélange de la technologie, du hard, du soft, à un moment où le vélo prend une place différente. Euh, donc c'est un élément de chance. C'est un élément de chance. On travaille dans un écosystème. Quand je dis on, c'est voilà, toi, nous, nos concurrents, confrères, les détaillants, dans un environnement et un moment qui sont spéciaux. Voilà, qui sont spéciaux. Donc, il faut tous qu'on bosse dur et qu'on essaie de faire du mieux pour démontrer qu'on a plus raison que les gens d'à côté. Mais tous, autant qu'on soit, on a une vraie opportunité et une vraie chance. Je ne dirais pas de marquer l'histoire, n'exagérons pas, mais il se passe un truc, donc c'est plutôt chouette. Ouais. C'est sûr que la période n'est pas simple pour tout le monde. Enfin, elle est simple pour personne, apparemment. Mais ça a le bénéfice d'apurer un petit peu et de faire sortir ceux qui bossent bien du lot. C'est le cas, comme toute évolution. Voilà, comme toute évolution, à tout le moins, ça force tout le monde à se positionner en disant est-ce que ma raison d'être vient épouser mon futur économique jusqu'à ma survie? C'est assez sain. Ça va nécessiter pour certains de se mettre au régime, pour d'autres de pivoter, pour d'autres d'en faire plus, pour d'autres d'en faire moins. À la fin, le seul gagnant garanti, c'est le consommateur. Donc, c'est plutôt une bonne chose. Très bien. Écoute, merci beaucoup, John. Merci à toi. Merci pour tout ça. Merci également pour ta transparence sur tous les sujets. C'est évidemment très appréciable de pouvoir revenir sur ces thèmes sur lesquels on s'est tous beaucoup posé de questions, que tu reviennes avec autant de transparence. En tout cas, j'espère que vous, cette conversation vous a également intéressé. N'hésitez pas à poser vos questions sur YouTube ou sur LinkedIn ou quel que soit le moyen que vous décidiez de choisir. Mais en tout cas, si vous avez d'autres questions, on pourra également les poser à John par mail. Enfin, voilà. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, John, pour la suite? Écoute, pour la suite immédiate, l'été ayant été dense, quelques jours de repos autour du Nouvel An seront les bienvenus. Et puis pour la suite, écoute, à titre personnel, la santé et celle des proches, et puis à titre professionnel, que ça continue. Comme je te le disais, c'est un honneur. C'est un honneur et c'est une chance incroyable de te lever le matin en allant travailler alors que c'est des thèmes qui sont également des thèmes personnellement passionnants. Voilà, que ça continue. Et dernière question un peu rituelle, est-ce que tu as des gens qui t'inspirent, que tu admires, que tu respectes, que tu aimerais potentiellement voir ou entendre dans un prochain épisode dans Roue Libre? Dans l'industrie, tu veux dire Plutôt vélo. Et écoute, oui, à titre divers et variés, par définition, tous ceux qui ont démarré, qui soient aujourd'hui des Specialized, qui se chiffrent en milliards de dollars,
ou des entrepreneurs individuels. Moi, par définition, l'aventure, la notion de créer quelque chose, elle m'inspire toujours. Après, en étant plus spécifique, je ne sais pas si j'ai le droit de citer des marques et des Bien gens, sûr, mais oui, justement. le vélo qui est un marché où l'innovation est relativement normée. Alors évidemment, il y a eu des progrès, si je prends les 100 dernières années, en matériaux, en polymères, en poids, en transmission, beaucoup. Sur le vélo route et sport, hein, j'entends. Mais pas de partout. Donc, j'ai beaucoup de respect et de la curiosité aussi pour les gens qui ont amené de la disruption technique. Donc, je me rappelle d'un dîner au Japon avec un monsieur qui est depuis retraité, qui était un des dirigeants de Shimano et qui avait été sur le programme DI2 au tout début du début. Et ça m'avait fasciné, si tu veux, expliquer les tests en aveugle autour, tu vois, les apprentissages, la durée technique. Dans le même registre, je me rappelle avoir roulé sur des Cannondale en VTT, cette fois-ci dans les années 80, 90, et les parties pris de suspension. Avec le recul, on peut se dire too much, bon, pas bon, mais quand même, tu vois, bien sûr que ça m'inspire, il y a du courage derrière ça. Tu vois, balancer, head shocks, lefty. Je crois que dans toutes les industries où je suis passé, j'ai pris l'exemple de la lefty comme un exemple d'innovation. Tu vois, de penser en dehors de la boîte en disant, OK, j'ai un vrai challenge, il me faut quelque chose de rigide et léger. Je ne peux pas aller beaucoup plus loin que ce que j'ai déjà fait en travaillant sur les alliages. OK, je vais péter le moule, faire un fourreau et pas deux. Donc ça, oui, effectivement, ça m'intéresse aussi. Alors des noms, dis-nous des noms. Enfin, si tu en as en tête, bien sûr, évidemment. Non, des noms d'ingé, tu veux dire non, bon, ouais, Overend, évidemment, chez Specialized, tu vois, c'est quand même difficile de passer au-delà de noms comme ça. J'ai eu la chance de rencontrer Roman Arnold chez Canyon, quelqu'un qui m'a impressionné. Quelqu'un qui m'a impressionné parce que... fallait y aller. Il fallait y aller. Et tu vois, à la fois, il a évidemment réussi hein, à plein de niveaux. Et il a fait deux choses qui sont loin d'être simples. Il a eu un modèle économiquement agressif tout en conservant une marque et des produits premium. Donc facile à dire, dur à faire. Et alors, je l'ai vu une journée, si tu veux, donc je ne peux pas prétendre le connaître plus que ça, mais néanmoins, il est resté passionné et simple. Donc ça m'inspire, tu vois, des gens qui ont réussi à faire des choses quand même majeures. Et je ne sais pas comment il était il y a 30 ans, mais je ne pense pas qu'il était nécessairement très différent. Donc ça, c'est super chouette. Voilà, après, il y a vraiment des gens de tous horizons. Pour parler d'horizons peut-être plus petits, les entrepreneurs du retail, il y en a qui font des choses qui me semblent intéressantes. Certains très grands. J'avais été en contact une ou deux fois avec le groupe cyclable et donc Denis Forestier, ouais. Ah oui, pardon, des choses Céline super Forestier, chouettes qui sont faites. Nous, on a rencontré aussi des entrepreneurs complètement individuels. Tu vois, je te prends l'exemple de Pastel à côté, dans 3 magasins, mais c'est des gens qui se bougent et qui réfléchissent différemment. Donc vraiment du plus petit au plus gros. Je crois que moi, les gens qui m'intéressent, c'est souvent les deux points communs. Ce seront des gens qui ont essayé de faire les choses différemment, mais d'un autre côté, des gens qui n'auront jamais traduit ça comme la permission de se vanter ou de prétendre ou de promettre trop. Enfin, il faut garder les pieds sur terre parce que, comme je te le disais au téléphone la semaine passée ou hier, quand tu as travaillé un petit peu pour des structures un peu plus grandes, l'humilité te force à conclure que c'est pas toi seul qui va changer le cours des choses. Tu es jamais seul. Tu partages les décisions et il y a un fondateur, un jour, 15, 20, 30, 80 ans avant ton arrivée, qui lui a pris les risques. Donc voilà, c'est sans doute ses points communs, mais la liste serait longue globalement. Et puis après, je pense que ça dépend aussi des thèmes. Des thèmes que tu abordes. Moi, les histoires perso sont aussi souvent intéressantes. Quand tu comprends la vie de l'entrepreneur et pas seulement de son produit, les choses sont souvent intéressantes. Eh ben, merci beaucoup pour ça. Merci à toi. Encore un grand merci. Et puis merci à vous de nous avoir écoutés.
On vous dit à très bientôt, à la semaine prochaine. Et puis d'ici là, n'hésitez pas à nous dire ce que vous pensez de cet épisode. Merci à tous. À très bientôt, au revoir.